Et tu vois, la notion de faille mentale, c'est des phrases ou des états d'esprit dans lesquels tu vas te glisser sans vraiment le savoir, mais qui vont avoir une influence négative sur ton jeu. Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de poker et de mathématiques. L'objectif, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, la semaine dernière, c'est de partager la façon dont j'ai pu mettre plusieurs activités en relation pour améliorer mes compétences dans les deux activités. En l'occurrence, la semaine dernière, j'avais parlé d'échecs. Aujourd'hui, je vais parler du poker que j'ai découvert pendant mes études supérieures. Alors pour rester cohérent avec l'objectif de cette chaîne, je vais parler dans cette émission du sens qui va vers une amélioration des mathématiques, parce que bien entendu, les mathématiques ont aussi amélioré mon poker. Encore une fois, je vais rester sur une approche assez élémentaire du jeu, de manière à ce qu'un néophyte puisse suivre de manière agréable, sans forcément comprendre exactement de quoi il est question avec toutes les variantes, les spécificités de ce genre de jeu de cartes. Le premier point dont je vais te parler, ce sont les similitudes avec les échecs. En fait, la première chose qu'on retrouve, par exemple, c'est l'échauffement. C'est-à-dire que avant de faire une partie de poker, avant de se connecter et de jouer plusieurs tables, ou avant de jouer en live si on joue dans un casino, il y a vraiment l'idée de pas arriver froid. Alors non seulement d'un point de vue mathématique, bien sûr, parce que là il y a quelques calculs à effectuer de temps en temps, il faut quand même revoir un peu ses bases, quelques probabilités, quelques situations typiques, mais aussi un état extrêmement calme d'un point de vue de l'esprit. Ça, c'était un peu un point qui était commun avec les échecs, mais là, c'est encore plus présent avec le poker, parce que les émotions sont vraiment exacerbées. Parce qu'il y a un rapport avec d'autres joueurs, potentiellement de l'animosité, potentiellement ce qu'on peut interpréter quand on débute comme une injustice, puisque les cartes ne sont pas toujours en votre faveur, mais pourtant il faut continuer à être extrêmement concentré et extrêmement calme, faire preuve d'un certain détachement. J'en reparlerai un peu plus tard. Une deuxième similitude avec les échecs, c'est par exemple le fait de noter ses mains difficiles d'un point de vue technique ou d'un point de vue décision. Aux échecs, ce qu'on ne pouvait pas noter, mais ce qu'on pouvait très bien retenir, c'est à quel moment on a eu l'impression que la situation a basculé en notre défaveur, ou à quel moment on a l'impression d'avoir joué vraiment un coup qui était excellent, pour vraiment essayer d'analyser cette chose-là. En mathématiques, on va retrouver tout ça. On va retrouver l'échauffement, comme je l'avais expliqué la semaine dernière, mais on va aussi retrouver les endroits où clairement il s'est passé quelque chose qui n'est pas standard. Par exemple, avoir perdu énormément de temps sur une question. Par exemple, avoir eu l'impression de faire quelque chose de vraiment très compliqué qui va rapporter beaucoup de points. Et c'est important de prendre note de tout ça. C'est important de se dire, là, j'ai l'impression d'être à l'aise, là, j'ai l'impression que je commence à me sentir mal à l'aise, et essayer a posteriori de comprendre pourquoi. Ça se trouve, c'est une question qui n'a pas été faite. Par exemple, quand tu commences un devoir surveillé et que tu réussis pas ta première question, tu peux te dire, j'ai quand même envie d'y revenir. Eh bien ça, c'est quelque chose d'important à noter. Comme si t'as passé 40 minutes à faire une question que t'estimes difficile, et qu'au final tu gagnes juste un demi-point, clairement peut-être que tu t'es trompé sur l'évaluation de la difficulté de la question. Dans ce cas-là, il s'agirait de comprendre pourquoi tu t'es trompé. Pour continuer sur une troisième similitude, c'est l'analyse qui suit la partie de cartes. Dans ce cas-là, ça peut être éventuellement à l'oral, tu peux t'enregistrer en train de parler, mais tu peux aussi noter ça. C'est pareil pour un devoir surveillé, hein. Après le devoir surveillé, tu peux t'enregistrer, parler 5 minutes, et comprendre dans quel état d'esprit tu sors de ton devoir surveillé. Qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi, qu'est-ce qui t'a posé problème, etc. Parce que peut-être que écrire ça te prend trop de temps, mais sur le chemin du retour, tu peux vraiment faire ça pour toi. Et réécouter après quand tu relis ton DS, vraiment si ça coïncide avec des endroits où finalement tu as eu moins de points, plus de points, etc. Cette chose-là, je viens d'y penser en fait juste après le devoir surveillé, mais tu peux le faire aussi avant le devoir surveillé. Expliquer comment tu te sens, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue mathématique, et quand tu vas reprendre ton DS, tu vas écouter ce que t'as dit avant, ce que t'as dit après, et ça va donner des informations extrêmement utiles pour comprendre peut-être quels ont été des facteurs d'une performance ou d'une contre-performance. Donc on va noter ici les sensations, l'énervement potentiel, la perception de l'atteinte ou pas des objectifs, etc. Donc ici tu vois que finalement entre le poker, les échecs, les mathématiques, pour moi il est avant tout notion de performance, donc il va y avoir quelque chose qui se passe avant, quelque chose qui se passe pendant, et quelque chose qui se passe après. Je pense que je suis resté assez elliptique, mais j'ai l'impression quand même d'avoir dressé un peu la base de la réflexion pour analyser une performance dans n'importe quel domaine. Le deuxième aspect dont je voudrais te parler, c'est l'aspect mental. Et là c'est vraiment un aspect qui est extrêmement important. Alors si tu veux lire là-dessus, ou même que tu pratiques un peu le poker, je te conseille The Mental Game of Poker par Jared Tendler, qui est un spécialiste qui s'occupait en fait de golfeurs à la base, du sport de très haut niveau de golf,
et le golf c'est un sport dans lequel il y a énormément de mental à travailler, eh bien en fait il s'est retrouvé à se reconvertir dans le poker, parce qu'on retrouve énormément de points communs. En fait la première chose, c'est qu'on peut distinguer 3 zones de jeu, c'est un peu comme des distinctions passé, présent, avenir, c'est-à-dire que quand tu joues au poker, tu vas avoir un état normal, dans lequel tu as l'impression que t'es à ta place. Tu joues des coups que tu sais jouer, tu fais ce que tu sais faire de manière standard. Il existe un niveau qui est au-dessus, c'est-à-dire que là, t'as l'impression que tu perçois beaucoup plus de choses. T'as l'impression qu'il y a des coups difficiles à jouer ou des mains difficiles à coucher pour lesquels tu aurais du mal à prendre une décision. Mais en fait, aujourd'hui, tu sens que t'es vraiment là, présent, et tu sens que ton cerveau te dit « fais ça » et tu le fais. Tu te laisses pas prendre par une quelconque émotion, une projection dans l'avenir, une projection dans le passé. T'es exactement concentré, présent, avec une capacité maximale de ton cerveau sur un sujet donné. Et bien sûr, tu t'en doutes, de l'autre côté, t'as ce qui est la contre-performance, c'est-à-dire que tu commences à mal jouer. Alors tout ça, c'est quelque chose de relatif, parce que bien jouer pour quelqu'un, ça peut être mal joué pour un autre. Mais peu importe, c'est comme en physique, on prend un repère relatif, c'est pas très grave. Mais ce qui est important de faire, c'est de comprendre quels sont les symptômes qui peuvent te permettre de dire que tu es dans l'une ou l'autre de ces 3 situations. En mathématiques, c'est exactement pareil. Si je te parlais de ton état normal, c'est assez facile à comprendre. Qu'est-ce qui se passerait si tu es dans un état où tu as l'impression que tu es intouchable? Eh bien c'est par exemple quand tu tentes une question technique, tu sais exactement quand t'arrêter, parce que tu arrives à percevoir qu'il y a quelque chose qui va te bloquer et qui te permettra pas de résoudre la question, donc tu vas pas perdre de temps là-dessus, et il s'en est fallu d'un cheveu en fait, c'est juste parce que tu as été extrêmement attentif, tu as remarqué qu'en fait ça ne marcherait pas. Ou alors tu tentes un moment une double intégration par partie, tu vois en général c'est le truc qui est un peu risqué parce que ça peut prendre du temps, c'est pas forcément la bonne intégration par partie, mais en fait t'as vraiment compris, t'as vraiment tout perçu, et t'as fait la bonne intégration par partie directement. Eh bien tu vois là clairement, quand j'étais en classe préparatoire, j'estimais que j'étais à mon meilleur niveau. Et réciproquement, c'est un exemple que j'ai déjà cité, et que tu connais déjà si t'écoutes toutes mes émissions audio, c'était pour une agrégation blanche, où j'étais sur un sujet d'analyse, pour un motif dont je me souviens vaguement, mais clairement j'estimais que je devais être capable de faire cette question, et j'avais mis un point d'honneur à ne pas sortir de la salle sans l'avoir réussi. Je l'avais réussi, mais ça avait pris 2 heures, et du coup ça avait fait un fiasco absolument total. Donc là, clairement, j'étais dans mon plus mauvais jeu. Alors dans son livre, Jared Tendler, il donne des conseils pour arriver à jouer son meilleur jeu le plus souvent possible. Bien sûr, tu pourras jamais être tout le temps au top, mais tu peux comprendre que tu peux influer sur le type de jeu que tu vas produire, que ce soit par ce que tu vas faire avant, par ce que tu fais après tes sessions, pour l'analyse, et par ce que tu fais pendant, par les phrases que tu vas te dire, avec beaucoup de choses qui rappellent ce qu'on peut voir dans des domaines comme la méditation, la concentration, l'idée d'être vraiment très conscient de ce que tu fais à un moment donné, d'être vraiment dans le présent, de pas se projeter dans le futur en pensant à ta note, ou se projeter dans le passé en te disant « j'aurais dû faire ça », mais en étant présent à un moment donné, au maximum de ses capacités cérébrales. Un autre thème qui est développé dans le livre de Jared Tendler, c'est la notion de faille mentale. Et tu vois, la notion de faille mentale, c'est des phrases ou des états d'esprit dans lesquels tu vas te glisser sans vraiment le savoir, mais qui vont avoir une influence négative sur ton jeu. Donc par exemple, ça je le retrouve énormément en mathématiques. Par exemple, quand je réponds à une question d'un élève et que la réponse était facile, l'élève dit « Ah ouais, je suis bête ». Je lui réponds systématiquement « Non, certainement pas ». Parce qu'en fait, ça c'est une faille mentale. Alors je rentre pas dans ces détails parce que c'est pas mon domaine de compétence et si ça les intéresse, ils peuvent voir ce que je fais sur internet. Mais pour moi, c'est vraiment une faille mentale dans le sens où il y a rien de positif qu'apporte cette phrase. C'est un peu comme quand t'as une paire d'as, que ça part à tapis, et que tu perds ton coup, parce que le gars en face il a valet 7 dépareillé, et qu'il claque un brelan devant toi. Tu peux t'énerver, c'est la première faille qu'on apprend aux débutants, et ici si t'es un joueur de poker expérimenté, je t'apprends rien, mais en fait il y a une faible probabilité pour que ton adversaire gagne, et tu peux vivre ça comme une injustice et commencer à t'énerver. Ça c'est une faille mentale. C'est quelque chose qui n'apporte rien, qui en plus est infondé, et que tu dois chercher à pallier. Alors comment on fait quand en devoir surveiller, je vais faire l'aller-retour sans cesse entre le poker et les maths, comment on fait quand en devoir surveiller, on est en train de se perdre en se disant, voilà, là ça fait 20 minutes que je suis sur cette question-là, je sais que c'est une question difficile, mais je sais pas si je peux la réussir, je sais pas si je dois passer, je sais pas si je dois insister, et puis en plus je regarde autour de moi, je vois des gens qui écrivent, ça me stresse énormément, je me dis que ça se trouve je suis complètement en train de rater, comment je fais? Tu vois, ça c'est une situation qui est pas vraiment évidente. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont négatives dans ce que je dis, dans la façon que j'ai de percevoir les choses, et là il y a des phrases à corriger.
Donc c'est ce que Jared Tendler appelle l'injection de logique, c'est-à-dire que à chaque fois que tu te surprends en train de dire quelque chose comme ça, par exemple, les autres sont en train de me mettre une pilée parce que moi je suis en train de bloquer sur une question, il faut trouver quelque chose à te dire pour sortir de cette faille-là et de cette boucle qui va entraîner une contre-performance. Tu peux te dire par exemple, alors moi c'est ce que je conseille à mes élèves, si tu vois quelqu'un à côté de toi qui écrit sur un brouillon, moi je me disais, mais qu'est-ce qu'il doit être en train d'écrire comme connerie pour que ça dure comme ça depuis des dizaines de minutes et des dizaines de minutes? Il va être fier quand il va recevoir sa copie, et le prof il va bien se marrer. Tu vois, c'est peut-être faux. Mais en fait, ça me mettait bien, ça me mettait le sourire. En fait, j'aimais bien juste l'idée que quelqu'un qui est à côté de moi et qui, dans un premier regard, pouvait me paraître être en train de faire quelque chose d'excellent, et donc du coup ça me mettait la pression, d'un seul coup la situation se renverse complètement, et c'est moi qui par ma réflexion sur une question donnée, m'estime meilleur que quelqu'un qui est en train d'écrire ce que j'imagine comme un tas de bêtises. Alors c'est un exemple un peu drôle, mais il y en a plein des choses comme ça qui peuvent arriver dans ton esprit pendant que tu fais un devoir surveillé, quand tu essayes d'avoir une performance, parce qu'il s'agit vraiment de ça quand on fait un devoir de mathématiques en temps limité, et que tu peux gérer avec des techniques qui ressemblent à ce que Jared Tendler développe dans son livre. Alors tout ceci a un lien avec la volonté comme facteur de la réussite, et quand je parle de volonté, je parle de discipline en fait, de l'esprit, et pour moi ça passe par énormément de choses, mais comme ne jamais utiliser d'abréviation, comme écrire toujours à fond, comme toujours rédiger soit sur ma copie, soit mentalement à fond, etc. C'est vraiment une discipline de tous les jours qui fait qu'au bout d'un moment, les mauvaises habitudes, les failles mentales, les énervements, les mauvais sentiments, tout ça t'arrive à le calmer, à le diminuer, et par conséquent à obtenir de meilleures performances. Alors bien sûr, pour terminer sur ce deuxième point de l'aspect mental, c'est un cas qui est extrême, le poker. C'est un des jeux les plus durs auxquels j'ai joué psychologiquement, et pourtant, moi je m'estimais très raisonné et très calme. Je me suis aperçu que c'était pas le cas, jusqu'à ce que je m'entraîne beaucoup là-dessus, et je travaille encore là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que ce type de jeu-là m'a apporté énormément d'un point de vue mathématique. Alors il doit y avoir beaucoup d'autres choses que le poker, mais c'est cette expérience que je partage avec toi aujourd'hui, parce que c'est par cette discipline-là que j'ai vraiment appréhendé tout ce qui était méditation, tout ce qui était concentration, et même finalement les arts martiaux, qui pour moi ont été une suite logique à ma pratique du poker. Le troisième point dont je vais te parler, c'est l'analyse et la compréhension du jeu. Alors là, ce qu'on retrouve de très commun avec les mathématiques, c'est le détachement des résultats. Parce que en poker, tu peux gagner beaucoup en jouant extrêmement mal, et perdre beaucoup en jouant extrêmement bien. À quoi je fais référence en mathématiques ? Eh bien, tu peux avoir fait les meilleures révisions du monde et avoir pas de chance du tout sur le sujet qui tombe et te taper une tôle, et tu peux avoir révisé extrêmement mal, mais avoir eu une réussite maximale que ce soit sur le choix du sujet ou sur tes calculs, et avoir une note qui est 2 fois supérieure. Donc, encore une fois, on retrouve cette critique des résultats. Alors maintenant, la question c'est, qu'est-ce que ça veut dire bien jouer au poker ? Parce que je te dis, tu peux perdre beaucoup en jouant bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire bien jouer ? Eh bien là, c'est un peu comme ce que j'ai développé dans les échecs. Parce qu'en fait, c'est une question de probabilité de succès et de compréhension humaine d'un jeu qui est trop difficile pour être analysé en totalité. Et c'est la même chose qu'en mathématiques, en fait. Je reprends cet exemple du professeur qui conseille dans un certain cas une intégration par partie. On ne sait pas si ça va marcher à tous les coups ou pas, mais il te dit que dans un certain cas, lui a remarqué que ça marchait souvent. Eh bien c'est pareil au poker, on va dire dans telle situation, il vaut mieux pas faire ça. Mais là, déjà aux échecs on savait pas vraiment. Mais au poker, c'est encore pire, parce qu'on n'a pas toutes les informations. Il y a les cartes qui sont en face, dans la main de l'adversaire, et on ne sait pas ce qu'il a. Donc c'est encore plus difficile à analyser ce qu'est une bonne décision et une mauvaise décision. Et en fait, c'est pour ça que ça m'a vraiment beaucoup apporté en mathématiques, c'est-à-dire que tout était plus difficile qu'en maths. Le travail du mental était plus difficile qu'en maths. L'analyse des résultats était encore plus difficile qu'en maths. Et quand je suis revenu à mes mathématiques, je me suis dit, mais c'est simple, c'est limpide. Je sais si c'est juste, si c'est faux. Je sais s'il y avait plus court, s'il y avait plus long. Je sais si j'ai bien fait de m'énerver, du coup, ou pas sur une question donnée. En poker, on sait jamais. Mais pourtant, on peut devenir meilleur. Alors tu vois, quand j'ai compris ça, ça m'a vraiment débloqué l'esprit concernant les mathématiques, et j'ai vraiment beaucoup progressé à ce moment-là. Et enfin, pour terminer ce point sur l'analyse et la compréhension du jeu, il faut vraiment comprendre que la seule importance, c'est le long terme. Peut-être que les résultats vont mettre longtemps à venir ou même qu'ils ne viendront pas parce que tu vas tout le temps avoir beaucoup de malchance, mais la concentration et la remise en question permanente, c'est vraiment la voie qui donne le plus de chances de succès. Et on retrouve ça en mathématiques, puisque c'est ce que j'expliquais dans mon émission sur les facteurs de la réussite en classe préparatoire.
où j'expliquais les 3 piliers pour moi de la réussite en classe préparatoire, c'était l'introspection permanente, le questionnement, la communication, et aussi la volonté, où j'entendais ici la discipline, le travail de mental, le travail de concentration, tout ce genre de choses que j'ai appris par le poker. Alors justement, je vais passer à ma conclusion, c'est qu'en fait on retrouve comme aux échecs dans le poker une considération importante pour ce qui se passe avant et après une partie, comme dans n'importe quelle performance. Ici, à l'extrême, on voit développer l'importance du mental, et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui va faire la différence entre les personnes qui réussissent et les autres, et là je parle bien au-delà des classes préparatoires. C'est-à-dire que la façon dont Jared Tendler présente le mental, on apprend que c'est quelque chose qui se développe comme un muscle, et une fois qu'on a compris, qu'on a expérimenté cette chose-là, on peut réussir dans des tas de domaines, et bien au-delà des mathématiques. Et en fait, ici, je fais référence au fait qu'aujourd'hui, la connaissance est disponible pour chacun, gratuitement pour beaucoup de personnes, mais la seule différence pour moi qu'il va y avoir entre des personnes qui réussissent ou pas, c'est l'exploitation de cette connaissance qui est disponible, et la volonté, la capacité à se concentrer et à tirer profit de cette connaissance, et à ne pas être sans cesse diverti par des tas de choses. Enfin, le 3e point de ma conclusion, c'est que, comme les échecs, il y a une volonté de compréhension des mécanismes abstraits du jeu, des probabilités, des choses qu'on ne peut pas calculer, sans certitude de bien faire, puisqu'il y a les inconnus aussi qui sont dans la main de l'adversaire, mais avec une considération qui est importante sur le long terme, et ça j'insiste vraiment, que si ton moral est encore affecté par tes notes, il y a un travail à faire pour ne pas être affecté par ces notes en se disant que l'important c'est le jour du concours. Ce travail, je l'ai abordé par le poker avec la lecture du livre de Jared Tendler, mais tu pourras sûrement le retrouver dans beaucoup d'autres choses. J'espère que cette émission t'a plu, et je te retrouve dès demain pour la reprise des émissions Épopée mathématique, où j'ai prévu de présenter des très jolis résultats. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.